Bonjour et bienvenue dans la première de Social Café, votre rendez-vous écologique du week-end. Nous sommes sur le stand du Biogaz Café dans le hall 4 du Salon de l'Agriculture. Et pour ce premier jour, on accueille Thierry Coué, vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA. Au programme de ces 20 minutes d'interview, la transition écologique au sein du monde agricole. Yanis Darras reviendra plus en détail sur la question. Et nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ de poser vos questions à Thierry Coué. Nous y répondrons en fin d'émission. Social Café, ça commence maintenant. Thierry Coué, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de s'attaquer à la question de la transition écologique, on revient rapidement sur votre parcours. Thierry Coué, vous êtes donc avant tout agriculteur, vous êtes éleveur porcin dans le Morbihan. Plus jeune, c'était donc une évidence pour vous de devenir agriculteur ? Une évidence, oui. J'ai commencé par faire des études de droit et puis j'ai repris à 25 ans l'exploitation de mon père. Bon, évidemment, ça a été un peu précipité parce qu'il est décédé d'une longue maladie, mais bon, voilà, j'ai repris le flambeau. Et je ne regrette non seulement pas, mais de toute façon, j'aurais repris la suite. Donc voilà. Et comment vous avez rejoint la FNSEA et surtout pourquoi ? Pourquoi ? J'ai commencé en responsabilité dans une coopérative. Ensuite, Ensuite, j'ai adhéré forcément au JA à l'époque, aux jeunes agriculteurs. C'était le CNJA. Aujourd'hui, c'est les JA. Et puis, au fur et à mesure, on s'implique dans les dossiers. On commence par prendre un petit bout de dossier, puis comme on s'y intéresse, on vous confie un petit peu les rênes de ce dossier, et puis vous allez négocier. Quel dossier par exemple vous avez pu porter Alors à l'époque, moi c'était plutôt justement sur la filière porcine, qui était ma filière, on va dire, de prédilection, et puis ensuite sur l'aspect environnemental, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que en Bretagne, forcément, quand je me suis installé, on était relativement attaqué déjà sur le mode d'élevage, sur la façon d'élever. Donc voilà. Alors, c'était important du coup pour vous de vous défendre et de défendre les éleveurs porcins ? Voilà, à la fois se défendre pour dire qu'on n'était pas des sauvages, qu'on aimait nos animaux, qu'on faisait les choses correctement, etc., etc. Et ça, il fallait le défendre à la fois auprès de l'opinion, mais on vit la même chose aujourd'hui, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Parce que la réglementation se mettait en place, était de plus en plus dure, donc il fallait qu'elle soit, non pas qu'elle vienne d'en haut, mais qu'elle soit applicable. On n'était pas contre une réglementation, on n'était pas contre les règles du jeu, simplement à chaque fois. Et depuis, j'y suis toujours, depuis il faut qu'une réglementation soit applicable. Sinon, ça reste un texte sans vie, mais surtout... C'est votre rôle donc à vous de gérer ces réglementations au sein du monde agricole, à la FNSEA ? Entre autres, oui. Oui, oui. Vous êtes donc président de la FRSEA Bretagne également. Oui. Votre rôle concrètement, quelles actions vous portez ? Quelles actions on défend ? Alors, il faut quand même repartir de la base. La base, c'est qu'on ait des syndicats locaux, ensuite cantonaux, ensuite départementaux, ensuite régionaux, ensuite nationaux. Donc ça veut dire qu'il faut, à chaque fois, on a une représentation. Moi, je suis président de la FRSEA Bretagne, donc je représente le légume, le porc, la volaille, le bœuf, les grandes productions, le végétal aussi, et donc les grandes productions bretonnes, voilà. Et au sein de la FNSEA, mais à la fois, vous êtes les territoires et les hommes. D'accord. Vous êtes également en charge de la commission environnement, c'est bien Oui. ça. Qu'est-ce qu'elle représente au sein de la fédération ? Quelles sont les décisions qui y sont prises ? Oh là. Alors c'est une grosse commission au niveau de la FNSEA. Pourquoi ? Il y a 12 responsables professionnels qui s'occupent uniquement d'environnement, sous tous ses angles, de la réglementation sur l'eau, en passant par le climat, l'eau, l'air, le sol, les réglementations. Par exemple, on traite
on a traité du projet de loi économie circulaire en fin d'année sur le recyclage. On a fait preuve là aussi de ce qu'on savait faire en termes de recyclage, puisque l'agriculture est le premier recycleur au monde aujourd'hui et le premier de la classe en France. C'est quand même, voilà. Donc il fallait montrer ce qu'on savait faire et dire aux parlementaires, regardez ce qu'on fait, on a déjà atteint les objectifs européens, maintenant laissez-nous faire, on va continuer à développer tout ça, mais voilà, faites-nous confiance. Merci Thierry Coué. Respecter l'environnement, le bien-être animal tout en continuant de nourrir l'ensemble de la population. Les missions sont nombreuses pour le monde agricole à l'heure d'entamer la transition écologique. Bonjour Yanis Darras. Bonjour Manon, bonjour Thierry Coué. Première Bonjour. question, est-ce qu'aujourd'hui le monde agricole est prêt pour la transition écologique? Non seulement il est prêt, mais autant dans l'opinion, comme je dis souvent, il y a un décalage de 10 à 20 ans. Lorsqu'on nous demandait de faire de l'alimentaire, l'opinion publique restait sur le passé. Aujourd'hui, vous avez sur les pots de yaourt la crémière du 19e siècle, simplement on est au 21e. Voilà. Donc on a, oui évidemment, pris tout ça en compte. Alors après, on est pris quand même dans des injonctions très contradictoires. Pourquoi? Voilà, Est-ce que vous avez des exemples à nous donner justement? il y a plein d'exemples. On nous dit faites du bien-être, c'est notre travail de tous les jours. Si on ne faisait pas de bien-être, les animaux nous le rendraient mal. C'est-à-dire que très souvent, on estime que le bien-être, c'est comme, voilà, comme on s'occupe d'un chien chez soi, etc. Mais pour vous, il y a une différence Il y a une entre différence. un animal de compagnie et un animal d'élevage? il n'y a pas forcément de différence. Chaque animal a son comportement. Il faut connaître son comportement. Le travail de l'éleveur que je suis, mon père m'a enseigné quand j'étais tout jeune, le nez, les oreilles, les yeux. Le nez pour les odeurs que vous ressentez quand vous entrez avec vos animaux. Les yeux parce qu'il faut avoir l'œil partout, voir si un animal ne va pas bien, s'il a un petit malaise, etc. Il faut l'isoler. Et ensuite, les oreilles parce que l'animal exprime. Et moi, je sais parfaitement, quand j'entre avec mes animaux, l'expression qu'il a ce jour-là, ça veut dire qu'il est énervé, pas énervé, très calme, qu'il ronfle, voilà. Donc aujourd'hui, la question quand même du bien-être animal, elle est préoccupante. En tout cas, elle est prise au sérieux par le monde agricole. Mais évidemment, on a quel intérêt? Alors pourquoi autant de décalage entre le grand public et le monde agricole sur ce thème? Par méconnaissance. C'est-à-dire que tous les citadins, voire même les néo-ruraux de moins de 40 ans, n'ont jamais été chez un grand-parent qui élevait des animaux, par exemple. N'ont jamais été à la campagne, tout simplement. Et ce décalage fait qu'on a des images d'Épinal dans vous qui êtes d'une génération qui n'êtes pas de la mienne, mais les derniers citadins ayant vu des animaux, entre guillemets, régulièrement, ont plus de 40 ans aujourd'hui. Même si on a fait des efforts énormes d'accueil à la ferme, de ferme ouverte, de bienvenue à la ferme, de toutes les choses où on ouvre nos bâtiments. Ça n'a pas suffi pour vous à convaincre le grand public? Alors ça n'a pas suffi parce que c'est aussi une évolution de société, c'est-à-dire que on ne peut pas, enfin on n'est pas fermé sur on est ouvert à la société, on écoute la radio, on regarde la télé comme tout le monde. Et puis surtout, on travaille avec tout le monde. Et il y a un mélange aujourd'hui de société, ce qui fait qu'on n'est pas hors société. Mais justement, voilà. On le voit au sein de la société, les agriculteurs français sont encore très appréciés de nos concitoyens. Mais est-ce que ces derniers ont justement toutes les clés pour réussir cette fameuse transition écologique dont on parle tant depuis quelques années? Oui. Est-ce qu'on les aide globalement à changer de matériel, à avoir de nouvelles installations, notamment des panneaux solaires? Je pense aux panneaux solaires au-dessus des hangars, par exemple. Oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a quand même des incitations et on y a travaillé pour privilégier les toitures. Parce que notre première essence quand même, ça c'est une responsabilité,
sociétal. Est-ce qu'on va continuer à grignoter des terres agricoles, à les artificialiser, alors que ça, c'est le premier facteur de modification du climat. C'est-à-dire que lorsque vous... Donc pour vous, le combat, en fait, aujourd'hui, il n'est pas du bon côté. On devrait se concentrer plutôt sur les terres agricoles. Ben, il faut défendre les terres agricoles, les forêts, les bois, les espaces naturels. Pourquoi? Parce que c'est la première captation du carbone, c'est ce qui va participer au refroidissement du climat, etc., etc. Or, on prend tout à l'envers. On a l'air d'imaginer que c'est de la faute du secteur agricole. Enfin, moi, est-ce que c'est de ma faute si le changement climatique est là? Sans doute un peu, mais pas plus que les autres. Et j'ai plutôt l'impression de rendre service en général à la société parce que justement je capte du carbone en permanence, je le rends par l'alimentation, l'énergie, etc. et j'en rends une grande partie au sol. Mais est-ce que vous pensez que le secteur bovin, il annule pas tous ces effets dont vous venez de nous citer? Puisqu'on parle quand même d'un bilan carbone assez catastrophique pour un bovin, par exemple. Oui, enfin, on raconte surtout n'importe quoi. Quand on dit qu'un bovin boit 15 000, enfin, qu'il y a besoin de 15 000 litres d'eau, oui, sauf que on compte l'eau qui tombe sur les grandes prairies. Est-ce que vous comptez l'eau dans votre consommation qui tombe sur votre pelouse? Non, ni sur votre toiture. Donc c'est ridicule. Si vous faites boire 15 000 litres d'eau pour faire un bovin, il y a le premier jour, il en crève, la pauvre bête, parce qu'il sera dans l'incapacité. Non, un bovin au kilo va boire entre 35 et 40 litres d'eau. Ça reste quand même beaucoup comparé à l'effort demandé aussi à la planète, non? Aujourd'hui, l'agriculture bovine, est-ce qu'elle a encore sa place peut-être dans notre monde? À un moment donné, oui, sauf que un blé ou autre chose, de toute façon, aura besoin d'eau. Si on n'a pas d'eau ni de soleil, on ne fait pas de photosynthèse. D'accord? Et ensuite, le bovin, en limite du désert, je prends souvent cet exemple, en limite du désert, les peuls, etc., vraiment les gens qui sont à l'extrémité justement du changement climatique et de la dureté du climat. S'ils n'ont pas l'animal qui va transformer le végétal pour qu'il puisse manger, ils ne mangent rien. Et donc, l'humain va reculer. Donc, encore une fois, aujourd'hui, l'agriculture bovine est essentielle en France. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi peut-être mieux manger, en tout cas manger moins de viande? C'est un vrai débat que fait face la société aujourd'hui. On n'a jamais dit qu'il fallait manger 100 kg de viande par jour. En France, on mange quand même 25 kg de viande par an et par habitant de viande bovine. C'est pas un peu trop? Mais un peu trop, c'est vous qui le dites. Alors je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est un peu trop, ou est-ce que au contraire... Allez voir un nutritionniste. Ce qui compte, c'est manger de tout et surtout bien ne pas trop manger, voilà. Et n'importe quel nutritionniste vous le dira. Mais dire aujourd'hui, je vous dis pas qu'il va falloir manger de la viande toute la journée. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut que vous équilibriez votre nutrition, voilà. Dernière question, voilà. Yanis Darras. On aborde forcément un sujet essentiel au Salon de l'Agriculture, c'est bien sûr la question des pesticides. Aujourd'hui, la FNSEA, concrètement, quelle position elle prend sur cette question? Est-ce qu'elle est pour l'interdiction ou est-ce qu'au contraire, elle pense que c'est encore nécessaire? On n'a jamais été ni pour ni contre. C'est un outil. Comme vous avez le savon chez vous pour vous laver les mains, bah, si vous mangez du savon, c'est pas terrible. Ben voilà. Et donc, c'est toujours une question de dosage. Or, aujourd'hui en France, on a ce qu'on appelle des produits autorisés. On utilise des produits qui sont mis sur le marché avec une autorisation. Est-ce que vous pouvez m'assurer que ces produits ne sont pas dangereux aujourd'hui pour la santé de l'homme? Oui. Et c'est pas moi qui le dis. C'est que ces produits sont délivrés avec une autorisation de mise en marché à telle dose pour telle utilisation. Voilà. C'est comme si on vous disait, votre shampoing, vous allez le boire. Ben non, personne ne le boit le shampoing. On le met pour se... Bon, d'accord, j'en ai pas beaucoup, mais on le met pour se laver les cheveux. Tiricoué. Alors voilà, ce qui compte, c'est ça. La bonne dose au bon endroit. Le café, c'est pareil. On dit que c'est cancérigène. Effectivement, c'est cancérigène. Mais à la bonne dose. Et voilà, on en bonne dose, en tout cas, on risque pas grand-chose. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Mais je dis pas que c'est pas dangereux à l'état pur. Mais une fois dilué, une fois bien
bien utilisé, et on est formé pour ça. Merci beaucoup Thierry Coué. Place maintenant à vos interrogations. Nous vous avons demandé de poser vos questions sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, de vous poser vos questions à vous, Thierry Coué. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors, première question, est-ce que la FNSEA soutient l'utilisation du glyphosate? Ce qui rejoint un petit peu la question de Yanis Darras tout de suite. Ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il faut écouter les scientifiques. Ce sont bien les scientifiques qui disent s'il y a danger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la bonne utilisation, à la bonne dose. Lorsque vous utilisez n'importe quel produit dans votre maison, à la bonne dose et à la bonne utilisation, ça n'est pas dangereux. Mais lorsque vous l'utilisez pour une autre utilisation, là, ça peut l'être. Bien là, c'est la même chose. Le glyphosate, aujourd'hui, on écoute les scientifiques. Les scientifiques de l'ANSES continuent leurs recherches. Il y a un pool aujourd'hui européen des centres de recherche qui vont évaluer le risque et la bonne dose. Après, on ne veut pas, nous, être prisonniers non plus d'arbitrage politique. On n'est pas dans le scientifique lorsqu'on est dans l'arbitrage politique. Si c'est pour dire il faut tout interdire, ok, mais on interdit la voiture demain. Parce que la voiture, c'est beaucoup plus polluant que nos produits de défense des végétaux. Je le rappelle, et on parlait tout à l'heure du changement climatique. Le changement climatique, c'est 10 insectes ravageurs par an qui arrivent en France en plus. C'est aussi ça le changement climatique. Et si on n'a pas les bons outils pour nous défendre, eh bien demain, on ne produira plus, donc on ne mangera plus. Il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. Deuxième question, est-ce que le bio, c'est vraiment écologique? Le bio, c'est écologique pour une partie. Le bio, c'est un cahier des charges, mais ça ne résout pas tout, notamment sur l'aspect carbone, captation du carbone. Lorsque vous, en bio, produisez 2 fois moins qu'en conventionnel, ça ne résout pas tous les problèmes. Troisième question posée sur nos réseaux sociaux. Est-ce que la FNSEA aujourd'hui sert à quelque chose dans la transition écologique? Est-ce qu'elle a un rôle vraiment important? Ah ben non seulement elle a un rôle important, mais aujourd'hui on a construit par exemple le contrat de solution. On est en capacité de faire de la méthanisation, on est en capacité de faire de l'énergie à partir des déchets, on est en capacité aujourd'hui aussi de faire des biomatériaux, c'est-à-dire qu'on est la première réponse aujourd'hui à la société. Donc cette interrogation, c'est pour ça quand je vous dis qu'on est confronté à de grands bouleversements et à des injonctions très contradictoires, ça en fait partie. Merci Thierry Coué. C'est déjà la fin de ce Social Café. Merci Thierry Coué d'avoir accepté notre invitation. De rien. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de la FNSEA. Dans notre prochain rendez-vous du Social Café, nous recevrons le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui lui aussi viendra s'exprimer sur l'écologie, l'agriculture et la transition écologique. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Instagram et Twitter. À très vite sur Fréquence ESJ.